Bonjour à tous et merci d'être avec vous. On vous retrouve avec plaisir après une semaine d'absence. Ben voilà, nous sommes là et nous sommes avec nos invités. On va tout à l'heure commencer avec M. Jean-Marc Bagui. Bonjour. Bonjour, M. Andounis. Il est coordonnateur du collège des vice-présidents Relations internationales du projet d'Alliance. Un peu plus tard, nous avons notre chroniqueuse du lundi, Sylvie Rosier. Ensuite, Joby Julienne, musicien de Goka qu'on connaît bien. Ben, il a fêté 40e anniversaire, je crois, de ses travaux. Ludovic Kassibi, membre de l'association des Amis de l'Inde, sera aussi notre invité. On va terminer avec Linda Gobendos, avec elle, on va parler de l'Ayurveda. Vous savez, l'Ayurveda, c'est ça. C'est un programme pour vivre longtemps et en bonne santé. Voilà. Sinon, l'actualité, c'est la deuxième édition de la culture du risque pour tous, à Dotema aux Abîmes. C'est un reportage de Yannick Valverde. On parlera aussi du grand forum citoyen de restitution des résolutions du Congrès. Suite au Congrès, le président du conseil départemental a tenu à faire un forum citoyen. C'était ce week-end. On va en dire deux petits mots. Inauguration du mémorial de la dissidence à bord de mer à Trois-Rivières. Ce reportage de Charlie Dagonia et Olivier Félix. Et remise des prix du concours de la résistance et de la déportation de la préfecture. Voilà ce qui fait l'actualité. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h comme d'habitude. Et puis nous reprenons les bonnes habitudes. Alors, M. Bangui, merci d'être avec nous. Vous êtes coordonnateur donc, du collège des vice-présidents et relations internationales du projet d'Alliance. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors, bonjour M. Andounis et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci de nous accueillir sur vos plateaux. Alors oui, je suis chargé de mission du président de l'Université des Antilles pour les relations internationales. Oui. Et dans le cadre de cette mission-là, j'ai l'honneur de représenter l'université dans un projet d'alliance universitaire européenne. Ce type de projet d'alliance existe depuis quelques années et nous avons candidaté à cet appel à projet qui est très sélectif et nous avons obtenu gain de cause puisque nous avons fait partie de cette alliance de 12 universités européennes, de la mer Baltique à la mer Méditerranée, à la mer du Nord et mer des Caraïbes. D'accord ? Et donc ce projet d'alliance qui va réunir des universités qui sont situées sur les régions côtières, maritimes, portuaires et insulaire, va nous permettre de créer une université qu'on appelle EUNICOS, c'est l'université des îles, des ports et des zones côtières. Qui seront dans ce projet? Alors, nous avons 12 universités partenaires, plus ce qu'on appelle un partenaire stratégique, donc 12 plus 1, le dernier partenaire, ce sont les îles Féroé. Et qu'est-ce qui fait qu'on a retenu l'Université des Antilles dans ce projet? Alors déjà... Nous sommes bons, bien c'est pas... Ah oui, absolument. Absolument. Vous savez que le président Geoffroy, que je représente aujourd'hui, a voulu, lors de sa prise de fonction, axer sa politique sur l'international et l'ouverture internationale. Il est souvent venu ici, il a souvent dit ça. Voilà. Donc vous voyez, dans cette logique d'ouverture vers l'international, donc nous avons été attentifs, nous avons mené une veille à tous les appels à projets qui nous permettaient de concrétiser, si vous voulez, cette volonté politique. Et nous avons répondu favorablement. Nous avons été invités par les autres universités qui ont vu en nous un potentiel académique fort, oui, une excellence académique, parce que je rappelle que nous faisons partie du classement de Shanghai depuis maintenant 2 ans. 2 ans, je pense que le professeur Geoffroy en parle. Mais aussi, c'est parce que nous sommes une université qui montre que les frontières de l'Europe ne s'arrêtent pas à la Méditerranée, à la mer Baltique ou à la mer Noire, oui, mais que les frontières de l'Europe vont un peu plus loin, jusqu'à la mer des Caraïbes. Donc, ces spécificités culturelles territoriales sont un atout, un point fort, une plus-value pour ce projet d'alliance. Donc vous voyez que l'excellence académique qui est reconnue, nos spécificités culturelles et notre volonté aussi d'intégrer des appels d'un projet d'excellence fait que nous faisons partie de ce projet. Et je rappelle, M. Sandoni, c'est le caractère sélectif. Donc, ça veut dire que les équipes ont bien travaillé aussi pour répondre favorablement à cet appel. Alors, là je me mets à la place d'un étudiant qui vous entend ou d'un parent. Oui. Qu'est-ce que ça va emmener de plus à l'étudiant des Antilles, de l'Université des Antilles-Guyane, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, parce qu'on est vu en Martinique en ce moment. Absolument. Vous avez bien fait de rappeler le caractère bidimensionnel de notre université, à la fois en Martinique et à la fois en Guadeloupe. Et je tiens à rappeler que si nous sommes une université, c'est parce que nous avons des étudiants. Il n'y a pas d'université, oui, bien sûr, des étudiants. Donc nous travaillons pour les étudiants. Donc pour nos étudiants, c'est plus de mobilité, plus d'échanges,
D'accord? Oui. Plus de possibilités d'intégrer des programmes communs avec d'autres universités, plus d'ouverture vers l'international. Et pour nos chercheurs, c'est plus de réseaux, plus de coopération scientifique. Et même pour nos personnels non académiques, ce sont des possibilités aussi d'échange et d'ouverture vers le monde. Donc, nos étudiants, pour vous prendre un exemple concret, peuvent, tout en restant en Guadeloupe, commencer un parcours et faire 6 mois, par exemple, dans une des universités partenaires pour compléter le parcours qu'ils font. Donc, ça nous permet d'avoir plus de mobilité pour nos étudiants. Qui dit plus de mobilité, plus d'ouverture culturelle et plus de maîtrise d'une langue étrangère. Alors, je vais vous poser une petite question d'humour quand même. Oui. Est-ce que la Guyane est associée à l'Université de la Guyane est associée à ce projet? Alors, malheureusement, non. C'est l'Université des Antilles, le pôle Martinique et le pôle Guadeloupe qui est associé à ce projet parce que c'est nous qui avons répondu à cet appel à projet. D'accord. Bien. Et ce projet se met en place à la rentrée prochaine ou dès maintenant? Non, on est déjà depuis quelques mois en train de travailler dur sur ce projet et nous avons, si vous voulez, des étapes, des jalons, des moments dans ce projet. Et si vous voulez, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a un moment fort de ce projet qui est une rencontre des délégations de ces 12 universités pour qu'on travaille ensemble sur... En Guadeloupe? Oui, en Guadeloupe, à l'Université des Antilles. Les collègues sont là actuellement, ils sont en train de travailler. Ils sont là déjà? Oui, ils sont arrivés ce week-end. Nous avons commencé à les accueillir depuis ce week-end. Et ce matin, nous avons eu un accueil officiel à l'administration générale où notre président a accueilli toutes ces délégations pour leur souhaiter la bienvenue. Et donc, ces délégations sont venues pour travailler sur les aspects de mobilité et d'internationalisation. Comment on peut faire, si vous voulez, de nos faiblesses? Vous savez, ces régions qui sont insulaires, je vous prends un exemple, vous êtes aux Açores, vous êtes aux Antilles, pour aller à Paris, ou même pour aller à Berlin, ou même pour aller aux Açores, vous vous imaginez que nous devons prendre un avion pour aller à Paris, après Paris-Benfica, après Benfica, les Açores. Vous vous rendez compte? Donc, si vous voulez, les enjeux de la mobilité internationale et de l'internationalisation, c'est de donner les mêmes chances à nos étudiants que ceux qui habitent dans les grandes métropoles. Parce que c'est simple de prendre un train de Paris pour aller à Bruxelles, par exemple, mais partir de Pointe-à-Pitre pour aller aux Açores, pour aller aux Baléares, ça demande une réflexion et de l'ingénierie. Oui. Alors, je pose l'autre question, est-ce que l'Université des West Indies est associée à ce projet? Alors, ce que nous faisons, et vous posez une bonne question, dans le cadre de ce projet d'alliance universitaire, nous avons un volet des partenaires hors UE. D'accord. Parce que nous avons aussi ce devoir aussi de nous insérer, et le président Geoffroy, le professeur Geoffroy, c'est ce qui demande aussi, une insertion aussi dans notre bassin. Donc, à partir des éléments que nous avons tirés, à partir de cette ingénierie, à partir des besoins que nous avons recensés aussi, nous avons cette possibilité d'ouverture vers notre espace proche, l'espace caribéen. Donc, tous nos partenariats que nous avons, par exemple, avec les West Indies, avec les autres universités caribéennes, pourront bénéficier, si vous voulez, de toute cette expertise que nous allons prendre et nous pourrons établir des liens parce qu'eux aussi connaissent les mêmes problématiques que nous, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une bonne question. Alors, de l'autre côté, nos étudiants pourront aller dans ces 2 universités, absolument. Mais j'imagine que l'inverse est aussi valable. Mais le lieu monde, c'est quoi? C'est un lieu d'où on parle. Tout le monde. Voilà. Mais c'est un lieu aussi où on reçoit, comme aujourd'hui, par exemple, on reçoit ces délégations. Oui. La semaine dernière, j'étais en Allemagne, chez un des partenaires aussi, donc on parle. Donc, vous voyez que l'Université des Antilles est fortement ancrée dans cette idée. Elle devient internationale, en fait, c'est ça. On est international depuis la prise de fonction du président Geoffroy, et vous le savez, que nous avons beaucoup d'événements tournés vers ça. Mais tout cela, c'est pour donner plus de chance à nos étudiants. Parce que vous savez, sur un CV d'un étudiant, M. Zandonis, quand vous avez une expérience à l'étranger, vous avez une expérience internationale, c'est une plus-value importante. Donc nous travaillons pour ça. Je vous ai dit que sans étudiants, nous ne sommes pas une université. Donc nous avons intérêt à travailler pour que nos étudiants aient la meilleure formation. Alors, comme le parcours se peut terminer, pratiquement, on ne va pas leur dire s'inscrire, mais les jeunes qui viennent qui sont en train de passer le bac ou qui l'ont passé, ou leurs parents, qu'est-ce qu'on peut leur dire à propos de tout ça? Exactement. C'est à eux qu'on s'adresse. Leur dire que l'Université des Antilles, c'est un lieu d'excellence. Pourquoi? Parce qu'il est dans le classement de Shanghai. Donc, il est reconnu internationalement. Internationalement comme un centre de formation d'excellence. Mais aussi, chaque jour, et ce que je vous ai dit, le président a une idée d'ouverture à l'international, on mène la veille pour répondre à des appels à projets ambitieux et sélectifs. Donc, moi, je dis aux parents, je dis aux futurs étudiants, vous n'avez pas besoin de partir, mais vous pouvez rester ici et tout en restant ici, avoir une formation de qualité et qui va vous permettre d'avoir une ouverture sur l'Europe, sur la Caraïbe, mais sur l'Amérique et sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Parce que nous sommes en train de développer nos partenariats et je peux vous dire que nous avons des étudiants qui vont partir en Europe et nous avons des étudiants qui vont partir en Colombie, nous avons des étudiants qui vont partir. Vous voyez, M. Zandonis? Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça un hub.
Oui, exactement, un lieu-monde. Oui, voilà. Comme dirait le président. Bon, écoutez, M. Baigui, on fait personnellement, en 5 anciens étudiants, je suis bien content que... Si vous étiez nouveau étudiant, vous seriez intéressé, vous étiez rentré à Ah oui, rentré à sans poser pour question. Mais c'est important parce qu'on a quelquefois l'impression, il y a des parents qui pensent, ah ouais, l'université en Guadeloupe, c'est seulement en Guadeloupe. Non, mais ça prouve que justement, il y a une grande ouverture et des possibilités qui n'étaient pas offertes autrefois et qui peuvent permettre... Je suis profondément attaché à l'idée que l'excellence n'est pas obligatoirement ailleurs, mais l'excellence est d'abord chez nous. Il faut d'abord croire en cela. Et donc, c'est pour ça qu'on mène ce travail, qu'on mène cette campagne. Vous savez, si vous faites des bonnes choses et que vous ne communiquez pas sur les bonnes choses que vous faites, personne ne saura que vous les faites. Tout à fait. Donc, on est ici aussi pour dire que nous travaillons pour nos étudiants guadeloupéens parce que, comme je vous ai dit, nos étudiants doivent avoir chez eux les mêmes chances que les autres. Il est hors de question de penser que c'est qu'à Paris, qu'à Berlin, qu'à Londres, qu'à Washington qu'on a de la chance. Donc, M. Zandouni, j'ai bien retenu que si vous étiez étudiant, vous seriez inscrit. Mais je vous invite parce qu'on a des DU, on a des formations courtes. Donc, venez. Ah ben, je vais voir ça. Je vais voir quand sortira il y aura un calendrier, un dossier sur les formations qui vont être offertes. Écoutez, M. Zandouni, vous me tendez une pierre, je vais la saisir. Vous pourrez aller sur notre page internet. Site, nous sommes en train de renouveler tout cela. Et sur la page internet et surtout sur celle des relations internationales, vous auriez loisir de chercher. Mais je vous attends. Je vous donne rendez-vous au bureau des relations internationales et on verra ça ensemble. On viendra voir ça. Je vous promets. Voilà. En tout cas, M. Baigui, merci pour ces bonnes nouvelles pour les étudiants de la Guadeloupe et pour la Guadeloupe d'une manière générale. Pour notre territoire. Si c'est important. Oui, allez-y. Je rajouter un dernier petit mot parce que vous savez. Toutes ces universités qui sont sur ces régions côtières, maritimes, insulaires, sont confrontées au même type de problèmes. Bien sûr. Problèmes qui sont liés au changement climatique. Donc nous avons tout intérêt à nous réunir ensemble pour essayer de porter des solutions et pour être proactif et pour être porteur de solutions pour l'Europe. Parce que l'Europe, c'est ce qu'elle attend. Elle est bien financée, mais il faut aussi donner des solutions concrètes. Donc tout ce qui concerne l'érosion des côtes, tout ce qui concerne, maintenant, vous avez vu les sargasses, les Açores, j'ai reçu Mme Sarah Gaspard il y a quelques semaines. Et au niveau des sargasses, je sais qu'elle fait un travail, pas seulement au niveau Guadeloupe, mais ça a déjà des retombées internationales. Dans les domaines de coopération scientifique, toutes les problématiques qui touchent les régions insulaires, portuaires et maritimes, Unicost, c'est riche, comme si vous voulez, en alliance universitaire capable de répondre à toutes ces problématiques et porteur de projets, porteur de sens de nos territoires, c'est ce qui est le plus important. Juste une petite question banale. Au niveau sportif, il y aura aussi une petite ouverture à ce niveau-là? Oui, mais bien sûr, vous savez, les équipes, nous sommes réunis autour de hubs thématiques. Il y a 5 hubs thématiques. Et les collègues sont en train de mener une réflexion parce qu'on a une réflexion sur la santé. Vous savez qu'on a une spécialité en santé tropicale ici, mais aussi notre UFR STAPS aussi a une spécialité au sport adapté à nos territoires. Donc, toutes les facultés et toutes les composantes de notre université sont mobilisées pour mener ce projet à bien. Et croyez-moi, s'il y a une possibilité de coopération au niveau sportif, je sais que vous êtes attaché à cela parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je ne dirai pas de nom, je ne dis rien. On sait déjà, on a à discuter. En tout cas, je vous remercie d'être venu. C'est très important ce que vous avez dit. Et si vous avez raté, vous êtes étudiant parent, vous avez raté, allez sur le Facebook de Canal tout à l'heure, après la fin de l'émission, et vous verrez ce que M. Jean-Marc Baigui a dit. Merci. Il est 12h47, on revient à l'actualité, deuxième édition de la culture du risque. Pour tous, c'était à Doutema aux Abîmes. C'était un reportage de Vianney Valverde. C'est parti. Nous avons organisé avec la direction de la prévention une journée de sensibilisation sur les risques majeurs. C'est une journée que nous faisons chaque année, et surtout à cette période. Et nous sommes venus particulièrement présenter ce qu'on appelle une réserve communale que nous avons mise en place depuis maintenant près d'1 an et qui est chargée d'accompagner la commune et la population. Donc c'est des gens de la commune, des gens du personnel et qui sont là pour préparer aux événements majeurs. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer ce que c'est qu'un risque majeur et de la prévention à avoir en amont afin d'éviter les catastrophes après accident. On fait vraiment un maximum d'efforts, un maximum d'animation, de manifestations pour faire en sorte que la population soit vraiment bien au fait de ce qu'elle doit faire au sein de la cellule familiale et également tous les dispositifs qui existent
au sein de la ville des Abîmes, donc notamment le listing des abrissures ainsi que le listing des zones inondables pour être préparé au mieux dans le cas où une situation de ce type viendrait à intervenir sur le territoire communal. Je présente aujourd'hui la plateforme Alerte Cata, qui est une plateforme qui a été créée pour renforcer la culture du risque en France, partout en France, mais particulièrement dans les Outre-mer qui sont très exposés aux différents aléas. Et donc, une fois abonné au territoire Guadeloupe, vous allez recevoir toutes les informations, les vigilances météorologiques. À chaque fois aussi qu'il y a eu un tremblement de terre, vous recevez aussi l'information par notification 10 à 15 minutes après le séisme. Et si demain il y a un cyclone qui arrive, vous allez recevoir, vous pourrez suivre en tout cas l'évolution du phénomène directement sur l'application Alerte Cata. Et vous allez retrouver aussi un certain nombre d'infos comme les abrissures en cas de cyclone, les consignes de sécurité en fonction des différents niveaux d'alerte et tout un tas d'autres informations à découvrir sur l'application mobile Alerte Cata. Pour avoir accès à ces informations, il y a la possibilité en fait de faire en sorte de se rapprocher des services de la direction de la prévention des risques et donc on aura la possibilité d'échanger en direct avec la population et lui présenter toutes les informations qui lui permettent d'être prêt à ce type de situation, donc que ce soit par rapport à la saison cyclonique, mais également tous les autres risques naturels qui peuvent exister sur le territoire. 12h49, on revient sur le forum, c'est la séance de, on va dire, pas de tir au but, mais c'est les prolongations, puisqu'il y a eu un forum citoyen de restitution des résolutions du Congrès des élus, c'était à la salle Laurent Flessel à Petit-Bourg. Michel Depape, reportage. Et le 18e congrès, il y avait déjà des résolutions qui montraient notre volonté. Et là, il fallait donner corps, puisque le 18e congrès, c'était pour dire on veut une collectivité unique. Maintenant, on a pu définir avec 60 membres, avec une commission permanente, le mode de scrutin. Donc, l'avant-projet de loi organique est déjà conçu. Maintenant, il appartiendra à l'État de mettre en place un calendrier pour la consultation, puisque ce qu'il faut surtout retenir, rien ne pourra se faire sans une validation de la population. Il va y avoir un projet de loi organique qui va permettre une consultation de la population et les Guadeloupéens vont pouvoir se prononcer s'ils veulent de cette fusion, de cette manière, s'ils veulent plus de compétences au niveau donc, de cette nouvelle collectivité. Je peux remarquer qu'il nous faut encore, il faut davantage aller vers la population pour leur expliquer, puisque c'est un sujet très passionnant, mais un sujet technique et qu'il faut rendre simple. Déjà, première chose, tout ce qui va se passer dans le cadre de cette évolution que le Congrès a décidé de mener restera dans le cadre des institutions de la République. Donc, première chose à clarifier, l'évolution se fera dans le cadre de la Constitution française. Aujourd'hui que les résolutions ont été votées par plus de 70% des congressistes, nous allons poursuivre, comme ce soir et dans les jours à venir, avec les experts et toute initiative citoyenne pour que ces éléments soient connus. Puisque ce que nous voulons, c'est que lorsque les Guadeloupéens vont se prononcer, qu'ils puissent le faire en toute connaissance de cause. C'est à la Guadeloupe de dire est-ce que nous avons besoin de ce dispositif? À la question, c'est oui. On le voit en tant que politique, nous voyons tous nos compatriotes qui veulent rentrer au pays et qui sont, je vais dire, soit diplômés, mais qui ne peuvent pas, faute de place, parce que la méthode qui est employée n'est pas une méthode d'équité. D'autres questions qui ont été posées, c'est sur la fiscalité, puisque quand la France, l'État, diminue les dotations, eh bien, on n'interroge pas le peuple guadeloupéen pour savoir est-ce que oui ou non. Donc, par conséquent, il faut créer des dispositifs qui soient des dispositifs qui rentrent dans une forme de pérennité pour pouvoir, je veux dire, tenir l'économie du pays. Tout cela se fait. Toutes les discussions qui ont été abordées autour du Congrès restent dans la Constitution française pour l'instant. Il n'y a pas une question, est-ce qu'il faut se séparer de la France? Ce n'est pas, je veux dire, le fondement de cette évolution institutionnelle. Donc il faut rassurer là-dessus, il faut rassurer sur les questions, et c'est cet exercice que nous essayons de faire et nous faisons avec la population. Rassurer, répondre aux questions, aux préoccupations. Il n'y a pas de petites questions ni de questions bêtes, il y a des questions tout simplement, des questions du peuple à laquelle il faut pouvoir y répondre. Et ce congrès va continuer puisque d'autres forums sont prévus dans d'autres régions de la Guadeloupe, puisque, comme l'a dit M. Théophile, il s'agit d'expliquer aux Guadeloupéens
comment les choses vont évoluer, puisqu'on dit souvent que les Guadeloupéens ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas d'accord, etc., etc. Et bien, justement, il n'y a aucune occasion d'entendre ces gens-là poser les questions en direct et attraper les réponses. Voilà, 12h53, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Joby Julienne et Sylvie Rosier. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous dans le ZCL. Il y a exactement 12h59. Madame Rosier est là, bonjour. Bonjour. Et Joby Julienne, qu'on attendait depuis longtemps, musicienne Gouka, il est là enfin. Bonjour. Bonjour, bien. Ça va, tout bien à marcher. Bon. J'ai nous là debout, tout bien là. Bon, ok. Et puis, on va recevoir les prochains invités, Ludovic Cassibi et Linda Gomindos, un peu plus tard. Pour l'instant, on fait un petit retour sur l'actualité. On a déjà parlé de la culture du risque. Pour tous, c'était à Dotémar avec un reportage de Vernier Valverbe. On a vu aussi le grand forum citoyen de résolution du Congrès. C'est le Congrès qui a eu lieu l'autre semaine. Eh bien, les élus continuent à rencontrer des Guadeloupéens pour leur expliquer comment le changement peut intervenir, puis il n'y a pas peur, parce qu'on va dire, ouais, moi, je vais changer la Guadeloupe, mais quand nous avons trouvé, c'était une réunion, une des premières. Et là, on va faire un petit tour à Trois-Rivières. Il y avait une inauguration du mémorial de la dissidence, ça c'est, on peut dire, l'histoire de France, pratiquement, puisque les Guadeloupéens ont fait de la dissidence pour aller défendre la France pendant les dernières guerres. Et il y a un mémorial qui va être fait. Et donc, Charlie Dagonia et Olivier Félix étaient sur place, on regarde le reportage. Ce soir, donc, inauguration du mémorial de la dissidence, donc une dissidence qui rappelle ce souvenir. Et il était important pour les familles, celles qui ont connu peut-être leurs proches, mais aussi celles qui ne l'ont pas connu, qui ne les ont pas connus. Donc, il était important pour eux d'avoir un véritable lieu de mémoire. Donc, c'est Trois-Rivières au Guadeloupe, parce qu'effectivement, ce mémorial appartient à la Guadeloupe tout entière, appartient à la Caraïbe. Ces hommes ont été oubliés. Et ce soir, avec cette foule immense, nous pouvons effectivement leur dire merci pour leur engagement et leur dire que nous ne les oublions pas. Encore une fois, vraiment, merci vraiment pour cette belle opération. Nous avions pris cet engagement pour qu'on puisse mettre en place ce mémorial pour rendre hommage aux dissidents, puisqu'il faut rappeler qu'ils ont apporté leur contribution pour la résistance. Et notamment, ils ont fait preuve de courage, puisqu'ils ont quitté ici, traversé vers la Dominique, et pour aller rejoindre la France libre, suite à l'appel du général de Gaulle. Donc c'était aussi leur manière de montrer, de dire non à l'oppression, non au nazisme, et qu'ils voulaient un monde libre. Si j'avais cru un jour poser le pied pour la première fois en Outre-mer, et donc en Guadeloupe, avec autant d'émotions, parce que la mémoire, c'est quelque chose qui nous rattache, qui nous unit. Et cette mémoire, finalement, elle a été égarée. Et il est temps qu'on fasse toute la lumière sur cette mémoire. Et en inaugurant ce mémorial, évidemment, ça me rappelle la famille que je suis, la famille que vous êtes, qui ont combattu à l'époque du régime de Vichy, contre le nazisme, et qui ont sauvé la France et qui nous ont permis évidemment d'être là aujourd'hui unis et attachés à cette mémoire. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse transmettre nos mémoires familiales à la jeunesse qui est en demande et qui est en demande de repères et qui a besoin de sens. Eh bien ici, la mémoire a tout son sens. Voilà, ce mémorial à Trois-Rivières, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on va parler de choses concrètes, puisque nous sommes à la fin de la saison, madame. Oui, madame Sylvie Rosier. Et terminer le semestre en beauté, bilan et perspective générique de votre chronique. On va regarder ça tout de suite.
Voilà. Bien, on va parler avec vous, comme d'habitude, puisque vous êtes la spécialiste du boostage des entreprises et des humains, puisque on le disait tout à l'heure aux antennes que c'est difficile de rassembler les gens. Et là, il faut terminer le semestre en beauté. Bilan et perspective, par quoi on commence? C'est le jour idéal pour faire le bilan, puisqu'on est le 30 juin. Donc le 30 juin, justement. Le dernier jour du premier semestre. Et donc, en fait, le bilan, c'est important de le faire, parce qu'on a tendance à passer d'une saison à une autre ou d'un semestre à l'autre sans se poser et regarder derrière nous, regarder ce qui a été fait. Prendre le temps de célébrer nos réussites, de voir ce qui n'a pas marché aussi et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour s'aligner et continuer à avancer sur les objectifs. C'est une forme d'évaluation. Tout à fait. Oui. Alors, on fait un bilan avant. Pourquoi c'est important, à votre avis? C'est important parce qu'il faut toujours prendre le temps de regarder si on est toujours sur la bonne trajectoire, puisqu'on se fixe des objectifs en début d'année. Et là, 6 mois plus tard, c'est bien de regarder si effectivement on avance toujours dans la bonne direction, si on a réussi les objectifs qu'on s'est fixés ou même les étapes qu'on s'est fixées par rapport à ces objectifs. Et donc, cette étape de fin de semestre est importante pour faire le bilan, célébrer les réussites qu'on a eues, apprendre des difficultés pour trouver des nouvelles façons de faire ou autre chose pour améliorer ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Alors, aussi bien dans l'entreprise que dans l'association. Oui. Mais même personnellement. Donc, oui, même personnellement. De prendre on fera un bilan de votre chronique. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, comment ça se fait concrètement? Donc, on peut se poser 3 questions. La première, c'est de se demander qu'est-ce qui a bien fonctionné. Ensuite, on peut se demander qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Comme ça va nous permettre de voir par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, comment on aurait pu le faire autrement, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je veux absolument garder ou renforcer pour la suite. Donc, tout ce qui a bien marché, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je pourrais faire encore mieux ou encore plus parce que ça a fonctionné. Donc, on peut le dupliquer et du coup s'organiser comme ça. C'est vrai que c'est intéressant à faire seul, mais en équipe c'est encore mieux parce que du coup on n'a pas toujours le même regard sur les réussites ou les difficultés qu'on a rencontrées pendant le semestre et donc ça permet de partager, d'aligner l'équipe sur les ressentis et du coup partir du bon pied ensemble. Alors on regarde ce qui a fonctionné, bien fonctionné, mais on ne regarde pas ce qui n'a pas fonctionné. Si, on regarde ce qui n'a pas fonctionné pour l'améliorer ou l'arrêter si finalement ce qu'on s'était fixé comme objectif, ça n'a pas marché. On cherche les causes déjà. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Si c'est vraiment compliqué, c'est quelque chose que finalement c'était fixé comme objectif, mais c'est inatteignable, on le met de côté en attendant d'avoir le bon moment peut-être. Donc oui, il faut regarder les 2 aspects, c'est important. Alors, on est en juin, on regarde de janvier à juin. Et on se projette sur juin à décembre. Et là, on se projette pour le 2e semestre, pour finir l'année en beauté. Oui. Donc, du coup, là, on se projette. Et pour se projeter, on a 3 leviers essentiels. On peut clarifier les priorités, donc se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour nous en tant qu'équipe. Revoir les rôles de chacun. Donc, est-ce que chacun est à sa juste place? Est-ce qu'ils se sentent toujours bien à sa place? Parce que quelquefois, on peut mettre quelqu'un là, mais pas la priorité. On lui donne une tâche pour laquelle il n'est pas, il n'est pas à l'aise ou il n'y arrive pas. Donc, c'est important de se demander. Elle n'y arrive pas aussi. Hein. Il ou elle. Oui, mais parce que pas il seulement, elle aussi. Oui. Je n'ai pas visé les hommes particulièrement, en général. Et donc, du coup, est-ce que les responsabilités sont bien distribuées et se demander, bon, ok, si une personne n'est pas à la bonne place, qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre qui correspond beaucoup mieux à ses compétences. Oui. Et du coup, comme ça fonctionnera mieux. Et la troisième chose, c'est de se créer un rituel d'alignement, personnellement, mais aussi en équipe. Donc, par exemple, on peut se fixer 3 objectifs d'équipe chaque lundi. Ah ben oui. Tout simplement. Chaque lundi, on se fixe un objectif où on peut faire des rétrospectives de la semaine le vendredi avec l'équipe. Et pour ça, il faut que les gens soient réunis quand même. Oui, bien sûr. Et s'ils ne veulent pas venir en réunion? Pourquoi ils ne viendront pas? Je ne sais pas, je pose la question. Si vous mettez les réunions sur les heures de travail, je ne pense pas qu'ils ne peuvent pas. Alors, il faut mettre la réunion sur les heures de travail. Oui. L'idéal, pour les petites réunions comme ça, oui. Après, si on veut travailler autrement, on veut créer une nouvelle dynamique avec l'équipe, on peut proposer autre chose en dehors des horaires de travail. Ou sinon, on reste sur les horaires de travail et on est en dehors du cadre professionnel, donc hors entreprise. D'accord, entreprise. Ça peut fonctionner comme ça aussi. Donc, on parle d'une espèce de vision globale, en fait. C'est ça, c'est ça. Et là, comme on est en bilan, c'est la fin du premier semestre, on peut se créer un tableau d'intention
pour le départ en vacances, parce que là, c'est le moment. C'est ce qu'on appelle un visual board. Un vision board pour les vacances, exactement. Ouais, honnête, hein? Bravo. Bravo. Oui. Tableau d'intention. Un tableau d'intention pour l'été, puisque là, c'est le moment, enfin, les grandes vacances. Merci, hein, parce que l'été, nous, on y était en Guadeloupe. Il n'y a pas été ici. Pour les grandes vacances, là, c'est le moment où on a les équipes qui vont partir ou revenir de vacances les uns et les autres. C'est bien de se dire, avant de partir en vacances, poser une intention personnelle pour ces vacances qu'on peut afficher. Ça peut être me reposer, me ressourcer, voyager, lire un livre, faire un peu de sport. Faire un peu de sport, pourquoi pas. Oui. Et deuxième intention, pour l'équipe à la rentrée. D'accord. Et là, on pose, pour la rentrée, je vais travailler à améliorer ma communication avec mes collègues. Je peux tester un nouveau, m'atteler sur un projet qui me motive. Enfin, voilà, chaque personne se pose une intention. On le met sur le tableau qui reste affiché dans l'entreprise. Le tableau, là, c'est de bonus. Oui. Oui. D'accord. Et c'est une bonne idée à mettre en place. Alors, pour le semestre se termine pour nous, mais pas pour vous, parce que lundi prochain, vous êtes là. Hein. Pourquoi lundi prochain, je suis là? Lundi prochain, on continue. Quand on arrête, j'arrêterai, mais pour l'instant, si ça continue, d'accord. Je n'ai pas dit que c'était un bilan personnel. Fermé, on ferme tout, on a terminé. Je n'ai pas dit ça. C'est le bilan pour partir sur de nouvelles bases pour le deuxième semestre. Il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve... on est en juin, donc on sera en juillet la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Oui. Et après, on sera août et septembre. Oui, si le calendrier n'a pas changé, normalement, oui. Le calendrier n'a pas changé. Non, mais on retient quand même ce que vous appelez le tableau de... Le tableau d'intention. Le tableau d'intention pour la période de vacancière. Pour les vacances, parce que l'été, il n'y en a pas encore. En tout cas, on vous remercie pour ces bonnes explications. On espère que ça va être suivi, que les chefs d'entreprise, les associations, les personnes vont comprendre la nécessité il suffit de tester. Après, dites-nous si ça a fonctionné. Moi, je n'en doute pas, mais j'aimerais bien avoir le retour. Ils ont qu'à tester et nous faire un retour. On vous dira ça, on vous dirait ça. Une journée de team building avec votre équipe. OK, on va faire ça. Non, mais c'est nécessaire. Non, mais je pense que c'est nécessaire. Et peut-être que suffisamment les chefs d'entreprise, les responsables d'associations, des groupements ne se focalisent pas sur ça. Ils vont dire, moi, un tel vignou là, fait ça, etc. Et puis, ils ne se rendent pas compte qu'il faut créer ce qu'on appelle un team building, créer une équipe et la dynamiser. Exactement. Merci. On change enregistrement pour les musiques avec musicien très connu de Gouka, professeur de Gouka, j'ai envie de dire. Joby Julienne, merci. Mais Joby Julienne est connu aussi pour avoir formé. Je crois que même ma fille est passée chez lui il y a quelques années. Il a fait un stage progressif de Gouka. Alors, explication. Joby, merci d'être là. Merci. Bien bonjour tout le monde. Bien bonjour Lannick. Ouais. Tout le monde qui a écouté nous. Alors, c'est depuis 84. Déjà, hein? 84, ça fait 41 ans. 41 ans, on va ça. Qu'on fait ça. Ouais. Alors, stage progressif, pourquoi? C'est simple. Parce que, dans le système atelier-là, si on a une concours, on fait par semaine. Et en stage progressif-là, on travaille du lundi au vendredi non-stop, tous les jours. Ça veut dire qu'on court par semaine, là, qui était cours là, mais après, nous avons travail à faire à casa et tout ça. Mon qui travaille, il y a une occupation à eux. Là, ils viennent la semaine prochaine, ils ne vont pas songer à rien encore. Tandis là, on vient le lundi, on fait travail là, on travaille si ça nous montre. Le lendemain, on est tous en tête, on peut continuer. Donc, semaine là, c'est l'équivalent de 3 mois d'atelier à peu près. Moi, je peux imaginer. Donc, c'est parce que c'est intensif vraiment. Ça veut dire que nous n'y participons pédagogique là qui est très important. Nous n'y pour les gens qui ont l'initiation, tout ce qui est les éléments de base, technique des frappes, sensibilisation, découverte de l'instrument. Parce que nous avons des gens qui ont besoin à aussi, hein, parce que ni monde pas qu'à oser. Parce que nous avons des gens qui ont envie, il y a appel à temps pour la faire, méfiez, hein, parce que nous avons là, il y a du pot, ça enfante tout le temps, mais pas qu'à oser. Une espèce de bitin toujours, symboliquement, qu'à bloquer. Nous vivons beaucoup plus qu'ils, parce que nous avons une forme de ghettoisation qui était très raide, parce que nous avons empêché de nous faire ça. Il y a dans un système actuellement où on peut faire, mais quand reste du travail à faire si eux-mêmes. Donc, l'appel à fait. Donc, les gens qui viennent au début, nous avons fait comprendre aussi que là, son système d'initiation sont mis à place et les mains louent vraiment. Mon n'y pas aux gens faire rien même. Donc,
nous avons fait histoire de la musique avec eux, puisqu'il faut comprendre pourquoi là, ça sorti, pour la musique là sorti, pourquoi elle est arrivée, pour approprier ça aussi, pour faire le message là passer, parce que c'est un à l'autre, c'est ce secteur de communication là qui a fonctionné, puisque ou qu'a fait passer pour d'autres monde aussi, ça nous a fait. Donc, histoire de la musique, il y a apprendre du butin, il y a apprendre découverte d'instruments là, facture instrumentale là, les premiers instruments qui j'ai fait avec accompagné, tronfouillé, tout ça. Après ça, deuxième étape là, c'est bagues là, les arrivés là, DAO, c'est tout ça, les autres récupéré. Après troisième étape là, les pas arrivé là, DAO, ça après les premiers fabricants, les premiers monde qui fait aussi, c'est la bande Toll et Saint-Luce qui a fait une formation de tout net, nous avons expliqué tout ça. Et après, nous avons commencé par passer à les zones de frappe, travail ces instruments-là, pratique instruments-là, les zones de frappe grave, médium, aigu, les instruments majeurs, les sons majeurs aussi. Et après, nous avons trouvé un système de coordination. C'est vrai que pendant 6 semaines, nous avons fait de ces mondes-là des virtuoses du Gora. Nous avons fait des. Mais nous avons en base, en socle, habitant là, à tous les niveaux. Pour que ça continue, il y a inscrit aux ateliers après. Et puis, vous savez, chaque monde qui a trouvé compte dans ça. Ni monde, c'est l'aspect culturel là. Ni monde, c'est l'aspect artistique là, il va chercher. Ni monde, c'est l'aspect éducatif là. Ni monde, c'est l'aspect social là aussi. Et surtout, ni monde, c'est l'aspect thérapie là, il va chercher. Parce que ni monde qui a autorose. Chaque monde qui a trouvé compte dans ça, parce que c'est très ouvert. Nous pas là pour faire n'importe quoi pour le monde. Ça nous voulait, c'est qu'à travers ça, que Fosta nous retrouver Fosta pour nous puisser aller plus loin. Oui. Alors moi, on a pu poser une question là. Qui Jean, petit à petit, ou vient, parce qu'au moins 41 ans, ou vient qu'a fait ça, quoi fait là? Alors, il faut savoir que l'histoire est assez particulière. Moi, j'ai grandi Badibou. J'ai grandi aux 3 rues Malian, Casdala, et j'ai grandi dans l'esprit à Mars. On ne peut pas rester loin de moi. Alors, on dit où quoi c'est. Eh bien, nous pas loin. Et moi, Casdala, en fait, là, toujours, puisqu'en temps là, c'est de faire aboucher mon case. Donc, Casdala, toujours, on est resté là pour nous là. On est resté là pour on peut parler là. On peut rester loin des premiers. Non, premier de Tiba plus ok moi. Premier en face à grand-mère, moi les choucoutou. Donc tous les musiciens premiers nous t'as dans la rue qui était magnifique. Et master capacité, Massa Congo, donc des gars cinéma 4 au tenir bon. Tout ça yo ka parler actuellement de Guadeloupe, l'an à la Guadeloupe ça était là. Machin ka passé vendre l'après-midi, ka passé dans tout Pinambou, ka pistache tout ka vendre, les petits métiers tout putain. C'était une belle vie, c'était vie le samedi ka cinéma Tivoli à 4 au ka Django, tout ça. Ça était magnifique. Tu fait festival fi de ka jouer en bar là c'est guitare là. Nous pas tenir rien via la Nouvelle-Orléans, à Bourbon Street et tout ça. Bourbon Centre nous était là, tellement la joie. Ka danser putain. Ça était ka vivre puisque les péripatéticiens nous étaient là aussi, puisque tout est accosté. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est qu'en partie de là, et on grandit difficilement parce que un certain nombre de parties en tout en moins, donc on grandit avec 30 ans en moins, bon, ça c'est particulier. Et si vous voulez, dans des marches en moins, on vient rencontrer avec Tambour parce qu'on était à nos quartiers après, il y a Rivière des Paix, et on a quasiment à Vinel. C'était un bal, un bar. Quoi là, il a dit les bars longe, il a dit tout ce qualités vitales à ça, mais avant c'était bars longe à nous quoi. Gros tambour là, t'es qu'à jouer là, c'est pas des gogas, c'était gros tambour. Donc c'est Gérard pour mais conquête t'es qu'à vine, c'est l'âme de cas. Il a tenu 8 ans, maman t'es qu'à mener moins vrai. Tenu chance de maman t'es qu'à mener moins vrai. Donc ce qui fait que c'est là premier. On entre dans un grand bonnet. Grand bonnet. Et après ensuite Gérard pour mais tout ça, et bon, nous peut raconter toute vie là. Et après on vient contré à un moment donné, il y avait un bande de Magna, Marcel Magna, qui était sorti de France, qui était en pédagogie aussi à Sétambour. Et moi, en tout cas, trouvez-moi dans mon système, après tout parcours, là, on fait avec Gérard Beaumé, Coury Léos, avec Bébé Ospa, Jean-Marie Léon Serrin, on trouvez-moi dans un système où on te demandé moi, quand on a fait pour les autres, parce qu'à une occasion, il a fait des interventions avec Alex Nabi, Daniel Césarius, nous les premiers intervenants étaient un milieu scolaire. Donc, nous devons travailler en circonvallation. Mais sans attendre, l'éducation, ça ne peut pas reconnaître à un moment là. C'est de nous-mêmes, nous devons être volcan, nous devons faire intervention pour ces petits monde-là, montrer ces petits monde-là. Vous passé à Vendredi Pichon? Vendredi Pichon, nous sommes passés là. Oui, on passé là. Mais là, ça on a parlé bien avant Vendredi Pichon. Nous étions avant ça, nous étions dans même l'ancêtre de Vendredi Pichon qui était ouvert sur les oreilles, la maison des jeunes avait à Léonel, puisque c'est là qu'on fait les premières armes. C'est pour ça que quand on a les Marie Masten, Monte Carlson et tout ça. Bon, mais Danick, si vous parlez, nous parlons de l'hôpital, nous pas dévier, nous pas dévier, nous rester là. Pour parler au secteur, nous, bon, l'hôpital. Et l'ICET qui était fameux, c'est au Binet culturel là, pour éclairer et tout ça, parce qu'il fait toutes centaines de quartiers là. Bon, nous payons pas tout ce vite à ça, puisque nous payons entrer dans ça. Donc, ce qui fait qu'on va perdre fil en moins. Donc, en tenant compte de tout parcours là, ça, nous commençons à avancer avec ce petit monde là.
Et en milieu scolaire, déjà, c'est l'école là, tu as deux comédiens, tu as Charles-Henri Peller, Daniel Césarius, Alex Nabis et moi. Nous avons sur relation. Mais nous avons aussi fait des formations, parce que nous dans l'école d'infirmière, à travailler sur l'expression corporelle, toute l'expression rythmique, à partir de tambour là, tout ça. Et travailler là, déjà fait à l'hôpital aussi, dans certains milieux, hospitaliers, carcéral, et en scolaire aussi. Donc, ça, quand tu vas dans les années 78, on est en jeune Cibourg, on a 17-18 ans. Donc, on a commencé à comprendre l'hôpital. Quand on a commencé à comprendre tes voyager aussi au début, ça qui était toujours marqué moi, c'est qu'on était avec des groupes, on était 14 ans, et on était à un festival international, et on était à tout le monde un drapeau, et on partait un drapeau au moins. C'est là que tu comprends déjà pour éviter. C'est là qu'on prend conscience de drapeau là. On a dit, mais quand il y a, quoi. Et pourtant, pas même bitin qui yo, pas même qui pour moi, un temps moins, et pas mon drapeau moins. Donc, il a fait des petits drapeaux au Madras, évidemment, ça, tu vois, parce que c'était ça qui a représenté nous à nos festivals internationaux, où était l'Irlande, où était toute l'Europe de l'Est, et quand vient de musique à yo, et moi, quand vient temps moins, il n'y a pas rien. Donc, ça défend pour moi. Mais nous ne parlons de ça après, puisqu'il n'y a pas de parler. Alors, ça qui veut dire qu'après ça, rencontrer ça, en fait, au moment là, on comprend, puisqu'Alex est un formateur aussi, puisqu'on fait l'école avec Alex, on fait l'école avec Alex, tout ce qui est mettre en valeur le texte, qui c'est expression théâtrale, relation à instrument là, avec théâtre, relation instrument là avec danse, tout partout, vrai instrument là différemment. Parce que instrument là, à cause de nous, où l'on fait, on doit habiter, on fait 20 ans moins, puisque si on a senti différemment. Même en niveau musical, on fait c'est quoi? Si on a ces formateurs là, nous en France, on a dit nous mais zone habiter en environnement qui est super, pourquoi Zoka fait de l'éveil musical, avait méthode en nous, alors qu'on a une méthode, prendre méthode, mais c'est sans commencer à faire. C'est tout ça qui fait moi prendre conscience de sans y avoir moins en peut faire instrument là. Et ces deux là, ça m'a envie de commencer aussi à faire l'atelier pour faire passer parce que commencer avec ces mondes là. Alors la petite histoire, c'est là qu'on a commencé à dans une petite salle où ces pompiers là Bastet en 84 et tous ces élèves là, ces mondes là, c'était des métropolitains. Puisque nous avons une période qui était difficile, nous avons été ghettotisés même. Nous avons joué ça, il ne faut pas jouer ça, pas faire ça, c'est que vient. Nous-mêmes, nous avons joué basket, nous avons caché sur nous. Des gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, ça? Nous vivons le moment difficile. Et finalement, à force et courage, nous avons commencé à faire les 5 premières années, nous voyons que c'est nous avons recommencé à approprier ça qui Et c'était le premier combat de gagner aussi, de voir que mon incident a commencé à venir, et au fur et à mesure. Donc, ce qui fait qu'on dit, on n'a pas jamais arrêté ça, on a toujours continué. Nous traper des hauts et des bas avec les événements et tout ça, tel que Covid là, nous sommes quand même pas dans Covid là, et ce qui fait que nous sommes nous à 41e année. Alors, on va poser une question, dans combien de groupes vous avez joué? Alors, il faut savoir que... Enfin, là, vous jouez accompagné, parce que j'avoue, dans pas qu'éviter, mais on va me savoir en combien, j'avoue. Eh bien, déjà en studio, en 80, 70 à 90 en studio, on joue avec tout le monde, même Kassav même. On fait disque avec eux, nous fait film, on joue avec le monde. Donc, et puis, l'histoire qu'il y a, c'est que moi, à partir de 41 ans, là, ça, nous avons développé un homme qui est très fort. Actuellement, il s'est développé sur la thérapie. Et là, ça a découvert aussi par rapport au fait que là, on a rencontré des gens qui étaient importants. Et ça rappelait moi aussi, je suis maintenant vivre là. Parce que Bitin fait ça, si tu bois un café, il fait ça. Café fait ça. Mais c'était un peu époque là, de commencer ça. Et café était l'hôpital de jour, mais était l'hôpital en haut. Donc, ce qui fait que là, quand on a un parcours, on met des moments difficiles. Parce qu'en fin de compte, santé, le là, c'est que c'est musique là qui guérit moins, qui guérit moins, a fait 100 ans aujourd'hui là. Parce qu'en travail, c'est des moments difficiles là-dedans, face à moi. Donc, accrochez-moi, la musique là, on rencontre de certains mondes qui fait que. Donc, son médicament. Son médicament. Pour pas dire que c'est le médicament, pour dire que là aussi, c'est un médicament. Son médicament. Oui. Parce que nous avons fait l'insertion, nous avons fait le bitin et nous avons fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Katapi là. Donc, depuis en 21 années, ainsi les PSM, ainsi les EHPAD, ainsi en l'autre côté où il y a des gens qui sont en difficulté. Donc, travail là, en fait, c'est pour ça qu'on décide de sortir un document qui est sorti dans quelques mois. Vous pouvez nous présenter ici, parce que... Oui, toujours. En tout genre. Toujours. Bon, on va pas même prendre la peine d'inviter, ou non, tout genre. Ou j'ai invité. Oui. En tout cas, rendez-vous, donc alors, pour ça, j'ai commencé qui temps? Ça, j'ai commencé le 7, lundi 7. Lundi 7, Lundi 7, et qu'a fini le vendredi 11.
Où là, il a fait exactement? Il a fait Habitation Beau Soleil. Ah, Habitation Beau Soleil. Très belle. Ah, c'est Bicao, là. C'est Bicao, moi, sauf qu'on a une difficulté avec la sac à fait là, parce que si mon est occupé de ça là, pas occupé d'elle. Oui, ça malheureusement. Donc, malheureusement, son lieu au symbolique. Donc, voilà, il faut dire ça. Mais quand c'est vrai, ça va voir ici, là, sans parler, parce que. Non, c'est même pas l'osbar pour voir, Mado pour voir. Ok, oui, parce que nous avons quelques fenêtres qui ferment là, et nous avons trouvé que ça habite quand même. Avant, il fait d'autres bitins, nous avons prévoir ça qui est important, parce que c'est le quotidien aussi. Absolument. C'est pas des moments. Et c'est quel matin à partir de qui est? Alors, non, c'est le soir, tous les soirs. À partir de qui est? À partir de 16h, 4h l'après-midi pour ce petit monde-là. 16h pour 17h, c'est une heure. Ouais. Et nous, lycée adulte, a commencé 17 à 18, initiation, et ainsi de suite. Ces cours-là, nous avons jusqu'à 20h30. D'accord. Et moi, avec Lindel Minachi, son jeune qui est là aussi, qui a dans même là qui moi, il a pensé qu'il est un passionné comme moi-même aussi, et qui passe dans quelques temps, ainsi que Willy Maté qui ont chanté, qui a travaillé bien actuellement. C'est qui a occupé des. Dis bonjour pour moi. Carrissol là. Et nous, si on travaille, nous avons fait justement avec pour le Festival Goka. Ah non, il a fait un bon travail depuis longtemps. Ah non, c'est un travail. Après, là, il a commencé, on peut dire que. Il a travaillé. Ok, ben rendez-vous là pris. Mon peut inscrire, mais qui j'ai ça fait? Eh bien, il y a quelques places quand même, parce qu'après on lise, nous pas. Parce que nous, toute la journée, nous pas lise. Nous voulons aussi quand même que ça. Pédagogie là de qualité, information là, et formation là de qualité aussi. Ouais, bon, ben. Alors, il va appeler moi 75 73 83. 75 73 83, son portable. 75 73 83. Ok. Alors, le stage là, c'est nous, Kaboula, là, c'est apprendre tambour d'accompagnement, c'est qui est important parce que dans toute vitesse, c'est Nyon Bitin qui carré sur la toute vitesse. Boula là, c'est carré sur là. En tout genre. Merci. Ok, merci de venir aujourd'hui. Merci Dani. Bon force et continuez. Merci Olo. Pas la guide. 13h25, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec Ludovic Kassibi et avec Madame Gombendos. On va parler du programme Ayurveda pour vivre longtemps et en bonne santé. C'est fait. Mais Dani, qui j'en fait vous? Qui j'en fait? Bien, bonjour à tous. Si vous prenez l'émission, il est 13h32. Je vous dis c'est la dernière partie. On va recevoir Ludovic Kassibi. Bonjour. Bonjour. Il est membre de l'association culturelle des Amis de l'Inde. Et on va recevoir Linda Gombendos. Bonjour. C'est notre nouvelle chroniqueuse du lundi. On l'a enfin. Elle est là avec nous. Et avec elle, on va parler de... La médecine ayurvédique. Je reviens rapidement sur l'actualité. L'actualité depuis ce midi, on a parlé de la deuxième édition de la culture du risque pour tous. C'était à Dotément avec un reportage de Vianney Valverde. On a vu aussi le grand forum citoyen de résolution des résolutions du Congrès, puisque vous savez, depuis le Congrès, Monsieur Losbar et son équipe font un petit peu le tour de la Guadeloupe pour expliquer aux Guadeloupéens les changements qui vont venir. On a parlé aussi de ce mémorial de la dissidence qui a été inauguré à Trois-Rivières le week-end dernier. Et le dernier sujet, c'est la remise des prix du concours de la résistance et de la déportation. Ça va dans le même lot. Et c'est un reportage d'Olivier Félix. On regarde et on revient tout de suite avec nos invités. Ouais. Alors honnêtement, je suis choquée parce que je ne m'attendais vraiment pas. Mais je suis vraiment très émue et je suis reconnaissante envers tous mes professeurs de m'avoir soutenue, de m'avoir encouragée à continuer malgré mes... Voilà, parce que j'étais vraiment pas confiante et vraiment ils m'ont soutenue, ils m'ont aidée, ils m'ont aidé à me préparer et ils ont cru en moi quand je ne croyais pas en moi. Je compte participer l'année prochaine justement. J'aimerais peut-être essayer le concours en groupe et pas individuel, mais oui, c'est sûr que je le ferai l'année prochaine. Je suis très heureuse, très fière du travail que j'ai accompli en préparant ce concours. Et je suis très honorée d'avoir pu recevoir cette récompense devant des personnalités aussi importantes, Madame la ministre, Monsieur le recteur. J'ai toujours été passionnée d'histoire. J'ai toujours eu des professeurs qui ont renforcé mon intérêt dans cette matière. Et donc cette année, c'était important pour moi de travailler sur cette période de la Seconde Guerre mondiale qui me fascine. La Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, c'était vraiment passionnant. Les ressources mises à notre disposition étaient très riches et c'était un vrai plaisir de participer à ce concours. Il faut savoir récompenser le courage parce qu'ils se confrontent à une difficulté qui est un concours et pour lequel ils vont travailler en équipe, ils vont être curieux, ils vont, je dirais, apprendre.
connaître, reconnaître. Et donc, il est important de venir leur dire merci pour le travail qu'ils ont effectué. Merci de prendre en compte le passé, de le prendre au présent et de pouvoir, je dirais, contrôler leur avenir. C'est toute ma démarche quand je m'adresse à eux. Et je les félicite, ils étaient, je trouve, ils sont encourageants. Voilà, le message que je veux porter, c'est qu'on a une belle jeunesse et qu'il faut leur faire confiance. Voilà, eh bien, on va entrer dans un domaine particulier. Si vous avez envie de vivre longtemps et en bonne santé, il n'y a qu'une seule solution, c'est Ayurveda. Bonjour, Madame Nogobindos. Bonjour. Merci d'être avec nous et de débuter aujourd'hui votre première chronique. On va tout de suite votre générique et on revient vers vous. Voilà, alors, première question, bien sûr, qu'est-ce que c'est la médecine ayurvédique? Parce que pour les gens qui ne savent pas, il y a des gens qui ne savent pas, tout le monde ne sait pas. Oui, exactement. La médecine ayurvédique, c'est le système de santé le plus ancien qui existe de nos jours. C'est une médecine qui a pris naissance en Inde il y a plus de 5000 ans. On dit que c'est plus de 5000 ans? Oui. En fait, on n'arrive pas vraiment à dater parce que c'est une médecine qui s'est d'abord propagée par voie orale. Il n'y avait pas encore d'écrit. Et donc, c'est une médecine, je vous disais, qui a pris ses origines en Inde et qui, au fur et à mesure, s'est propagée dans toute l'Inde. Et quand l'invasion des Anglais est arrivée, il y a eu comme une interdiction de pratiquer cette médecine. Donc, elle s'est un peu étouffée. Et c'est lorsque l'Inde est devenue indépendante qu'elle a repris de l'élan et qu'elle a commencé à se propager un peu plus en Occident. Et donc, je dis que c'est une médecine parce que bien qu'elle soit très ancienne et qu'elle parle de choses un peu, on parle d'eau, de feu, de terre, il y a vraiment une science derrière. Parce qu'en fait, elle étudie le corps d'une certaine manière et elle étudie aussi ce qu'on mange, nos aliments, nos épices, nos fruits, dans le but de nous permettre de créer un équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et notre environnement. Puisque notre environnement, c'est la nature, c'est tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous construit et tout ce qui nous impacte. Donc, c'est pas juste la nature, les arbres et les fleurs, mais c'est aussi notre environnement, c'est aussi les gens qui nous entourent. Donc, le but de cette médecine ayurvédique, c'est de permettre à tout un chacun de trouver un équilibre. Et c'est ce qu'on appelle, c'est cet équilibre-là qu'on appelle la santé. Alors, je vais vous poser une question plus précise tout à l'heure, mais avant ça, quand on parle d'Ayurveda, on parle souvent de dosha. Qu'est-ce que c'est exactement de ça? Alors, les doshas, on peut traduire ce mot, c'est un mot sanskrit, comme ça vient de l'Inde, donc le vocabulaire est très sanskrit. Et le mot dosha vient du mot sanskrit dushya, qui signifie en perpétuel changement, en perpétuel mouvement. Et du coup, quand on parle de dosha, on peut traduire ce mot par énergie. Et l'Ayurveda observe tout ce qui se passe dans la nature et traduit ces choses qu'on voit en termes de dosha, donc en termes d'énergie. Donc, par exemple, quand on parle de la nature, il y a 5 éléments dans la nature: l'espace, l'eau, le feu, l'eau et la terre. Et les doshas, en fait, ce sont des combinaisons de ces 5 éléments. Donc, par exemple, on considère que tout ce qui existe, que ce soit nous, les individus, mais aussi ce qu'on mange, l'atmosphère, le soleil, la montagne, ils sont constitués des 5 éléments, mais avec des prédominances différentes. Donc, par exemple, on peut rencontrer des gens qui ont beaucoup plus de feu que les autres éléments. Donc, ça va être des gens qui sont lumineux. Quand on les voit, ils illuminent la pièce. Comme vous. Je ne sais pas, merci. C'est très gentil. Ils illuminent par leur savoir, leur mental, leur intellect, mais ils illuminent par leur aspect physique aussi. Mais ce sont des gens qui ont un fort caractère et qu'il ne faut pas trop les embêter parce qu'on peut voir le feu jaillir et donc un petit peu de colère, comme on connaît bien. Oui, bien sûr. Là, ce sont des gens, on va dire, qui auront plus de dosha pitta, parce que pitta, en fait, c'est le dosha c'est l'énergie qui contient plus de feu et un petit peu d'eau. Ensuite, on a des gens qui sont plus posés, plus calmes, qui aiment bien manger, qui aiment bien rester sur le canapé. C'est des gens peace and love, on ne va pas trop les perturber. Et eux, on dit qu'ils ont plus d'eau et de terre. Oui, ils sont plus stables. Et ensuite, on a des gens qui ne tiennent pas en place. Ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'ils bougent, ils ne peuvent pas rester chez eux, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de communiquer. Et en général, ce sont des personnes créatives, donc elles sont souvent très artistiques. Et ces gens-là, on dit qu'ils ont des doshas vata. Et vata, c'est... Des doshas vata? Vata, on dit. L'énergie vata, c'est tout ce qui est en mouvement. Et en fait, vata, c'est l'air et l'espace. Du coup, une fois que vous comprenez les 5 éléments et les doshas, on peut les voir tout autour de nous. D'accord. Alors, autre chose,
est-ce qu'avec l'Ayurveda, on peut prévenir, voire même soigner les maladies? C'est avant tout, la mission de l'Ayurveda, c'est de faire de la prévention. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, l'Ayurveda donne et propose toutes sortes de conseils adaptés à tout un chacun, puisque l'un des principes fondamentaux de l'Ayurveda, c'est que nous sommes tous différents. Oui. Donc, on ne peut pas tous faire la même chose. Et on dit souvent chez nous, ça qui est bon pour soi, pas bon pour Kana. Et c'est un excellent exemple de ça. Donc, on peut conseiller à quelqu'un quelque chose, mais si on donne au voisin, ça ne va pas avoir le même impact. Oui. Et du coup, l'Ayurveda considère qu'il faut apprendre à manger d'une certaine manière pour éviter de tomber malade, c'est-à-dire de déséquilibrer le tube digestif. Oui. Et là, quand on arrive à fonctionner en harmonie avec son tube digestif, ben, on prévient les maladies. Parce que pour nous, la maladie commence déjà dans le tube digestif. L'une des premières, on va dire, les premiers troubles les plus importants en fait qu'on trouve dans notre monde, c'est surtout les troubles digestifs. Et une fois que la digestion est impactée, ben, le corps commence à emmagasiner des toxines et c'est comme ça que les maladies se développent. Donc ça veut dire que l'Ayurveda peut nous aider concrètement? Ah, tout à fait, oui. Elle a plus de 5000 ans d'expérience, en fait, et de preuves, puisque les gens l'utilisent en Inde et même dans les pays limitrophes. Et maintenant, en Occident, on la retrouve un peu partout. Et moi, personnellement, j'ai un cabinet en Guadeloupe depuis quasiment, on va dire, 12-13 ans. Et je travaille seulement de ce métier. Donc, j'imagine que ça fonctionne. Mais alors, comment expliquer que, j'ai pas envie de dire c'est revenu à la mode, mais enfin presque, aujourd'hui on utilise de plus en plus l'Ayurveda. Qu'est-ce qui a conduit à, j'ai envie de remettre l'Ayurveda au goût du jour? Je pense qu'il y a un engouement du retour au naturel, des choses simples. Surtout en Guadeloupe. Bon, quand je suis partie faire mes études, je ne pensais pas que j'aurais pu travailler de mon métier en Guadeloupe. Puisque à l'époque, je suis partie en 2004. Les gens ne parlaient pas de plantes, on ne s'intéressait pas encore. Les remèdes rasiers n'étaient pas encore à la mode. On ne parlait pas encore de ça. Et c'est Henri Joseph, pendant que je faisais mes études en Angleterre, j'ai découvert Henri Joseph qui commençait à promouvoir justement l'utilité des plantes médicinales de chez nous, les remèdes rasiers. Et il a lancé une vague et ensuite s'en est suivi tout plein de personnes, beaucoup d'acteurs qui travaillent en ce sens. Et c'est moi, quand je reviens, que je retrouve tout naturellement ma place, puisque les gens sont demandeurs. Les personnes parlent de plus en plus de prévention, ils ne veulent pas tomber malades, donc il y a déjà des choses à mettre en place avant. Et ensuite, quand on a des soucis de santé, l'Ayurveda peut quand même accompagner, puisqu'on peut travailler sur l'alimentation. Bien évidemment, il y a les plantes médicinales, mais il y a tout un système autour qui peuvent permettre à un individu qui a déjà un traitement d'être accompagné en plus. Oui. Alors, la question se pose, puisque on est dans un système français pour l'instant encore. Comment ça fonctionne par rapport à la Sécu, par rapport à ce genre de choses? Alors, on n'est pas reconnu pour être remboursé à la sécurité sociale. Oui, malheureusement. Malheureusement, je garde espoir. Peut-être qu'un jour, ça va se faire. Puisque... On sera indépendant, ça reviendra. On verra. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans certains pays, comme notamment en Angleterre où j'ai étudié, on permettait aux gens qui pratiquent l'Ayurveda d'aller à l'hôpital pour offrir des services en plus. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Tout à fait. La médecine intégrative combine les deux médecines, la médecine moderne et les médecines traditionnelles. Et du coup, j'ai eu à pratiquer de l'Ayurveda dans les hôpitaux en Angleterre. Et je dis qu'il y a un futur pour l'Ayurveda, même dans ce système qui a l'air d'être assez, limitant, parce que même les médecins maintenant viennent me voir au cabinet et envoient leurs patients. J'ai des pharmaciens, j'ai des infirmières, donc ils sont vraiment conscients qu'il y a quelque chose, mais je pense que c'est au niveau des lois, des gouvernements. Ce qui manque aux médecines traditionnelles, ce sont des vraies réglementations qui vont beaucoup plus structurer la pratique. Et quand je dis réglementation, c'est aussi au point de vue de formation aussi. Il faut qu'il y ait des formations bien rodées. Et ainsi, les médecins pourront nous faire confiance. Un dernier mot, Linda. Alors, c'est pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les vieux, pour les jeunes, l'Ayurveda? L'Ayurveda, c'est pour tout le monde. C'est une médecine universelle qui accueille tout le monde. On a tendance à penser que l'Ayurveda, c'est réservé aux Indiens, mais pas du tout. Ah non, il n'y a pas dit ça. Non, je pense mais pas moi, ça. c'est des trucs que j'ai déjà entendus. Oui. Donc, je tiens à le dire, oui. Et le but n'est pas non plus de vous faire manger que du colombo, parce que l'idée, c'est de s'adapter à tout un chacun. Donc, si vous avez un mode de fonctionnement, moi, je vais m'adapter à votre mode de fonctionnement parce que, je répète, le but est de vous permettre de trouver votre équilibre. Et pour ce faire, l'Ayurveda propose 5 grands axes thérapeutiques que sont l'alimentation, les conseils en hygiène de vie adaptés à là où vous êtes. Ensuite, on a aussi des plantes médicinales, des soins corporels comme des massages. On connaît beaucoup les massages à l'huile tiède.
Et pour terminer, on a toute une panoplie de conseils qui permettent de se reconnecter à soi, comme le yoga, la méditation, ou même, comme je vous disais, je m'adapte aux gens, ou même prendre son chapelet et répéter Ave Maria, si c'est votre truc. L'idée, c'est de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on répète, mais... Je crois que c'était plutôt Shiva, quand même. Non, mais c'est ce que j'explique. C'est pas réservé qu'aux Indiens. Donc, si, moi, j'ai déjà eu ça à mon cabinet. Il y a des mamies qui vont venir me voir, qui sont catholiques et qui vont faire leur chapelet tous les jours. Oui. À aucun moment, je vais leur dire de quitter ce qu'elles font pour entrer dans ce que je fais moi. Mais l'idée, c'est d'avoir ce moment de reconnexion à soi où on peut se poser. Et beaucoup de gens le font déjà. Ils appellent ça peut-être prière. Moi, je vais l'appeler méditation. Merci Linda, qu'on va retrouver lundi prochain, j'espère. On va voir ça. Oui, je vais essayer. Et il y a des questions que je vais poser, mais je ne les pose pas aujourd'hui. C'est sur l'alimentation, parce que beaucoup de gens vont on va faire une rubrique spéciale sur l'alimentation. Oui. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Et puis, comme on dit chez vous, namasté. Namasté. 13h46, on reste dans le même larel, puisqu'on va parler du Madouaï Virant du NADOM qui se fait le 5, et c'est l'Association des Amis de l'Inde, notre ami Elie Talou, qui est président jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Oui. Donc, alors, le Madouaï Vilain Nadron, ou le Maldé Vilain Nadron plutôt, oui. Donc, ce sera un moment culturel fort et très important pour la Guadeloupe, pour la culture guadeloupéenne. Oui. Donc, cet événement est co-organisé avec l'apport de 3 associations. Donc, l'association Indouï Lamey, que je vais présenter tout à l'heure, l'association Om Shanti et l'association culturelle guadeloupéenne des Amis de l'Inde. Oui. Donc, alors, juste quelques petits mots sur l'association Indouï Lamey. Donc, c'est une association qui a vu le jour à Saint-François, dans la section de Pont-Biré. Donc, par l'initiative de la famille Pidara Paya Mutusami, donc qui ont voulu promouvoir la culture indienne à travers la musique, la danse et les chants. Oui. L'association Om Shanti, donc, elle est assez connue dans le domaine de la danse, présidée par la talentueuse Annick Ragoubert, donc militante de la culture indienne. Elle sera revenue de Saint-Martin. Elle sera revenue de Saint-Martin pour assister, même pour danser lors du Nadron, donc qui est connue comme étant une militante culturelle depuis de très nombreuses années, et l'association des Amis de l'Inde, donc qui existe depuis à peu près plus de 54 ans. Alors, pourquoi le Nadron, c'est un moment important? Parce que les nadrons ne sont plus aussi communs en Guadeloupe. Donc, jusque dans les années 70, il y avait des nadrons à peu près tous les samedis soirs. Oui. Aujourd'hui, il me semble de mémoire que le dernier nadron qui a eu lieu en Guadeloupe, c'était en 2022. En 2022 ou en 2023, à Moule, donc j'oublie l'année exacte. Donc, ce ne sont plus des événements si communs que ça. Donc, ce sont des événements qu'on a un peu, qui sont un peu sortis de nos mœurs. Et donc, on ne disait même pas nadron. À l'époque, on parlait de danser à Indiens. Oui. Donc, alors, le Maldé Vilain Nadron, il consiste en quoi? Alors, c'est une pièce de théâtre dansée, chantée, mimée, qui va mettre en scène des personnages qui vont danser, qui vont raconter une histoire, qui vont représenter quelque chose et qui vont justement raconter l'histoire de Maldé Vilain. Donc, Maldé Vilain qui est un dieu tamoul, donc, qui nous vient de Madoulé, d'où Madoulé Vilain, donc, qui est très populaire en Guadeloupe et dans les autres diasporas, donc Guyana, l'île Maurice, La Réunion, etc. Donc, cette histoire sera racontée, les danses seront représentées. Quoi d'autre? Donc, il y aura une certaine singularité que l'on va retrouver dans les costumes des danseurs, c'est-à-dire que ce qui est intéressant à voir, c'est de revoir, de redécouvrir les costumes traditionnels, donc tout ce qui est naré, capou, bodjon, malpalicon, donc ce sont un peu des choses qui sont sorties de nos... on va entendre le son du matalon quand même. On va entendre le son du matalon, bien sûr, parce que le nadron se fera au son du matalon. Donc au cours du nadron,
il y aura des viltons. Donc les viltons, c'est une forme de poème. Oui. C'est une forme de poème tamoul, donc qui seront récités. Et ensuite, les dialogues se feront avec des chansons. Donc les différents mimes seront rythmés par le son du matalon et avec les chansons. D'accord. Ça commence à quelle heure? Ça va commencer à partir de 18h. Pourquoi? Parce qu'avant le début du Nadron, il y aura un hommage à 2 personnalités importantes de la ville de Port-Louis. Donc, Monsieur Robert Sinan, qui est un poussari. Donc, un poussari, c'est le Poudjari, donc c'est celui qui préside un peu le Pousset ou la Poudja. Donc, c'était un officiant tamoul, un officiant hindou. Et Monsieur Néné Lalsingué, alors Monsieur René Lalsingué, dit Néné Lalsingué, donc il était connu sous le surnom de Ton Néné. Donc, il est décédé en 2007, hein, donc ça fait quand même pas mal d'années, et qui lui était un poussari et aussi un vatial. Donc le vatial, donc c'est professeur en tamoul. Donc pourquoi un vatial? Parce qu'il avait l'habitude de conduire un nadron. Et donc juste quelques mots. Donc le vatial du nadron qui aura lieu le 5 juillet. Donc c'est Monsieur Hervé Pidarapaya de l'association Ndouilamei de Pombiré. Donc maintenant elle a été délocalisée à Bemao. Donc Monsieur Néné Lalsingué a été son professeur, son gourou. Donc ce sera finalement la meilleure des manières de lui rendre un hommage. Bien sûr. Et ça se fera où? Ça se fera sur le terrain de football de Barboto à Port-Louis. À Port-Louis. Donc à partir de 18h. Alors il faut quand même préciser quelque chose, Monsieur Kassibi, c'est que ce genre de manifestation n'est pas réservé qu'à la communauté indienne, c'est ouvert à tout le monde. Absolument, absolument. Oui. C'est une manifestation qui doit justement ramener le plus de monde que possible, et c'est une manifestation qui va s'ajouter au panel culturel guadeloupéen et qui va, on l'espère, hein, donc avoir une portée pédagogique, et qu'on espère aussi que les personnes qui viendront assister à ce nadron rentreront chez eux ravis, car ils auront appris des choses. Donc même si les veloutams, les vassenam, les chansons seront récitées en tamoul, mais il y aura quelqu'un qui va expliquer, qui va donner quelques explications, quelqu'un qui va un peu traduire tout ça pour que les personnes repartent chez eux avec un plus. Alors est-ce qu'il y a pour ce genre de manifestation, comme ça se faisait quelquefois, un dress code? Pour les participants, oui, mais oui. Pour ceux qui viennent regarder, non. Et pas de diète non plus avant de venir, ou pas de... Non. Pas de diète. D'accord. Pas de diète, pas de jeûne pour ceux qui viennent assister, non. Madame, le gouvernement vous pose la question. Vous avez assisté à ce genre de manifestation? Une fois. J'ai eu l'occasion d'assister à un nadron. Ça remonte déjà à un petit moment. Oui. Malheureusement, je ne me rappelle plus le nom du monsieur, mais je crois qu'il est décédé. Ça devait être au Moule. Au Moule? Oui. Et comme j'ai pas grandi en fait dans la partie culturelle, moi j'ai plus grandi dans la méditation, le yoga et puis la yoga. Mais il faut aller un jour dans un nadron. Hein. Oui, mais j'ai été une fois déjà. Oui. Donc, non, mais maintenant que vous êtes... Si je peux, je viendrai vous rejoindre. Ah oui, ce serait bien. Vous allez... les gens qui vous regardent vont vous reconnaître là. Et vous savez même... Mais oui, mais c'est comme ça qu'on passe à la télévision. C'est pour être vu. Hein. Dans la télévision, il y a vision. Il y a vision, mais je suis surtout ici pour transmettre, en fait. Oui, on transmet en public. En tout cas, merci pour cette manifestation de la culture guadeloupéenne avec la communauté indienne. C'est le rendez-vous qui est pris. Alors, je rappelle très rapidement, puisque depuis le début, on a reçu M. Jean-Marc Bagui, le coordonnateur du Collège des vice-présidents de relations internationales avec le projet d'alliance. Alors, ça veut dire que l'Université des Antilles-Guyane, va se retrouver avec d'autres universités. Et ça, c'est une ouverture importante pour nos étudiants, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un étudiant guadeloupéen, il va se retrouver, il pourra aller faire ses études, bien sûr en Guadeloupe, mais aussi avec la douzaine d'universités qui vont rejoindre l'Université des Antilles. Sylvie Rosier est venue faire avec nous un bilan
pour les professionnels, mais aussi pour les associations, puisque c'est la fin de la session, on est en juin. Le semestre en beauté, bilan et perspective, expliquer comment justement faire le bilan de ce qu'on a fait pendant les 6 premiers mois et de se projeter sur les 6 prochains. Joby Julienne, ce musicien de Goka, fait un stage à partir de la semaine prochaine pour les gens qui veulent apprendre à jouer du Goka. Et c'est ouvert aux gens qui n'ont jamais joué, comme Madame Gomendos, mais aux gens qui savent déjà un petit peu. Qui a dit que j'ai jamais joué? Je sais bien que tu as fait plein de choses. Bien. Et puis, on vient de faire le point avec Linda pour sa première chronique. Merci d'être venue. Enfin, on l'attendait depuis longtemps. Mais il faut savoir attendre, c'est ça? Oui, mais c'est quand les étoiles sont alignées, tout se fait. Oui, tout se fait. Bien. Et on a terminé avec Ludovic Kassibi pour cette manifestation qui se fera de Nadrome, du Madouraï. Ce sera le jeudi, c'est ça, samedi, pardon, samedi, à partir de 18h, à Port-Louis. Et donc, ce sera une manifestation intéressante. Madame Gomendos sera là, donc je vais vérifier si elle est là. Voilà. Sinon, l'actualité, c'était la deuxième édition de la culture du risque pour tous à Dotémar, aux Abîmes, le grand forum citoyen de restitution des résolutions du Congrès avec le président du conseil départemental, monsieur Losbar. Il a réuni ses experts et avec eux, on a discuté de la situation de la Guadeloupe qui va changer de statut. Peut-être à ce moment-là, quand la Guadeloupe changera, peut-être qu'à ce moment-là, mais oui. Ce que vous faites, ce sera reconnu et pris en charge. Inauguration aussi du mémorial de la dissidence à Trois-Rivières. Il a remis le prix du concours de la résistance à la déportation. Voilà, il était 056. Vous êtes celle d'aujourd'hui terminée. On se retrouve demain à 12h30 pour une autre édition. Et on vous souhaite, si vous n'avez, comme moi, vous n'avez pas encore déjeuné, bon appétit. Allez, ciao, bye bye, à demain.